l'Agora des Savoirs, proposé par la ville de Montpellier et ce soir en partenariat avec la librairie Fière de l'Être. D'ailleurs, je précise tout de suite que Camille Froideau-Métry, bonsoir, dédicacera les livres à la fin de la rencontre dans le hall de la salle Rabelais, voilà, au stand de la librairie Fière de l'Être. Alors, rebonsoir, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes philosophe et professeur de sciences politiques à l'université de Reims, Champagne-Ardenne. Vous êtes également et notamment l'autrice de La Révolution du féminin, qui était sortie en 2015 chez Gallimard, de Saint, en quête d'une libération, c'était sorti chez Anna Mossa en 2020. Un corps à soi, ça c'était chez Seuil en 2021, et d'un premier roman, on en parlera à la toute fin de la rencontre si vous voulez bien, qui lui s'intitule Pleine et douce et qui a été édité l'année dernière chez Sabine Weisbesser. Alors, Un si gros ventre, dont nous allons parler ce soir, a été coédité par Stock Essai et puis par Philosophie Magazine. Et il est sorti en librairie en septembre dernier. Alors, je viens de citer partiellement votre bibliographie. Vous avez écrit sur les corps des femmes. Vous avez démontré brillamment dans ces deux essais à quel point les femmes ont été dépossédées de leur corps pour des raisons de contrôle. Tout en pose, et vous faites cette démarche qui est incroyable, c'est-à-dire que vous posez les outils, vous continuez de poser les outils pour sortir de ces carcans enfermants imposés, on va dire, par le patriarcat systémique dans lequel on vit. Votre démarche, vos écrits, vos recherches depuis 10 ans s'inscrivent dans ce que l'on nomme le féminisme phénoménologique. Je me suis beaucoup entraînée à dire ce mot parce que c'est pas facile. Et aujourd'hui, vous continuez la démonstration brillamment en vous focalisant sur le ventre des femmes, ce ventre qui grossit pendant la gestation. Qu'est-ce qui vous a conduit au ventre à ce moment-là de vos recherches et travaux? Comment est-ce que et deuxième question dans cette première question, comment vous définissez ce courant de féminisme? Merci beaucoup Marie-Pierre. Je vais prendre juste une petite minute pour remercier Madame Robin, Régis Penalva, ainsi que Stéphanie Bertrand pour leur invitation. J'aime beaucoup venir à Montpellier. J'y viens désormais assez régulièrement puisque j'étais à la Comédie du Livre en mai dernier et que c'est la deuxième fois, si je ne me trompe pas, que je participe à l'Agora des Savoirs et c'est toujours un plaisir de venir dans votre ville. On part directement sur Un si gros ventre et vous me demandiez... Pourquoi le ventre pourquoi le ventre à ce moment-là de votre carrière et de définir ce courant de féminisme particulier. Du féminisme phénoménologique. Exactement. Ouais. Je vais peut-être commencer par là, comme ça va me permettre d'arriver jusqu'au gros ventre. Je travaille en effet depuis une quinzaine d'années dans le sillage en fait d'autrices et philosophes qui avant moi ont pensé le corps des femmes, qui l'ont fait d'ailleurs de façon pionnière, parce que toute l'histoire de la philosophie occidentale se caractérise par une occultation assez massive et permanente de toutes les thématiques corporelles qui concernent la vie des femmes, une occultation aussi des femmes elles-mêmes en tant que sujet de pensée, en tant que philosophe. Il faut attendre le XXe siècle et spécifiquement Simone de Beauvoir pour que cet état de fait commence de changer un petit peu, puisque ce que Simone de Beauvoir fait, notamment dans le deuxième sexe, en 1949, c'est qu'elle se saisit de façon très assumée de la question du corps des femmes, et elle le fait dans un contexte particulier qui est celui du développement de la phénoménologie en France, sous la plume de Maurice Merleau-Ponty notamment, qui est un de ses très bons amis. Ils vont d'ailleurs entretenir une relation épistolaire et de discussion tout au long de l'écriture du deuxième sexe. Et ce que fait Simone de Beauvoir, c'est qu'elle vient mettre au jour cette espèce d'énorme contradiction inhérente à la phénoménologie des pères fondateurs, qui est que ces hommes qui ont entrepris quelque chose d'assez important dans l'histoire de la philosophie, à savoir une forme de réunion du corps et de l'esprit, en rupture avec des siècles en fait de dualisme, un dualisme qui non seulement sépare le corps et l'esprit, mais les hiérarchise. L'esprit, la raison, le logos étant bien sûr au-dessus du corps, de la chair et de l'immanence. Ce dualisme-là, il remonte à l'Antiquité grecque, et puis en France, il est incarné par Descartes notamment. Et ce que font les phénoménologues dans la première moitié du XXe siècle, c'est de poser ce postulat qui peut paraître d'évidence, mais qui n'était pas dans une perspective philosophique, que tout sujet pensant est toujours nécessairement incarné et situé. C'est-à-dire que le corps est non seulement le lieu de notre
relation à nous-mêmes, aux autres et au monde, mais il est aussi le lieu même de la pensée, le lieu même de l'accès au sens. Et donc, Merleau-Ponty et les phénoménologues proposent de réfléchir, comme il le fait par exemple dans Phénoménologie de la perception, comment notre rapport au monde et à la connaissance des choses s'incarne en quelque sorte. Mais, et c'est là que je parlais de contradiction et de bizarrerie, vous m'entendez bien ? Parce que je vois qu'on m'apporte un nouveau micro. Exactement, c'est ça. Alors il faut que je change de... C'est ça ? C'est mieux comme ça ? Bon. Mais oui, pour le coup, oui, c'est... Simone de Beauvoir révèle que ce corps des phénoménologues, curieusement, est toujours pensé de façon générique, neutre, c'est-à-dire en fait masculine. Et elle fait la démonstration éclatante dans le deuxième sexe que si tous les sujets, en tant que essentiellement libre d'agir et de se projeter dans le monde. Ça, c'est le postulat existentialiste de la liberté d'essence qui revient aux individus. Eh bien, si tous les sujets sont libres et donc investissent le monde en principe avec la même capacité d'action, eh bien, dit-elle, il se trouve qu'il y a une catégorie de sujets, les femmes, qui se trouvent d'emblée, en fait, privées et de cette liberté et de cette capacité d'action, parce que leur corps n'est pas défini comme agent, mais bien comme passivité. Donc ça, c'est la proposition initiale, si je puis dire, du féminisme phénoménologique, qui consiste à mettre au jour ce scandale que, du fait de leur enfermement dans leur corps, et en raison de leur assignation, notamment aux deux fonctions sexuelles et maternelles, les femmes sont privées de la condition même d'individu, de liberté, et même de la condition de citoyenneté, parce que c'est aussi un enjeu. Donc je rappelle la date, 1949, on est à un moment de l'histoire où les femmes n'ont pas le contrôle de leur corps procréateur, et que c'est très exactement ça que pointe Beauvoir dans le deuxième sexe, comment on apprend aux filles à devenir des femmes, c'est-à-dire comment on apprend aux filles à devenir de futures épouses et mères. À partir de là, le féminisme phénoménologique se développe avec cette double perspective. D'une part, repérer, détailler, dénoncer tous les mécanismes par lesquels est entretenue cette condition d'objectivation, tous les ressorts en fait qui vont tout au long de l'existence des femmes enraciner en quelque sorte et perpétuer cette condition en fait de corps-objet. Mais, et ça c'est un volet de la pensée de Beauvoir qui a moins souvent été repéré, et de fait il est moins développé dans le deuxième sexe, mais il est là et c'est très important de le dire, puisque c'est ce qui fait, je trouve, la force et l'originalité de la proposition du féminisme phénoménologique. Ce même corps, dans ses mêmes dimensions, notamment sexuelles et maternelles, est aussi, et doit être, un vecteur d'émancipation et de libération. Et que ces mêmes endroits qui, historiquement, justifient et concentrent en quelque sorte la condition d'infériorité et de discrimination qui est celle des femmes, eh bien, peuvent être en quelque sorte réappropriés. Alors, elle le déploie pas de façon très, très conséquente. Elle évoque juste ce qui, pour elle, à l'époque, lui paraît être la principale revendication, à savoir faire en sorte que les femmes travaillent pour être autonomes et pouvoir s'extirper le plus possible du carcan patriarcal. J'ai découvert pour ma part Beauvoir de façon, par la bande en quelque sorte. Je l'ai découverte par une autre autrice, une philosophe américaine qui s'appelle Iris Marianne Young, qui est hélas qui n'est pas encore traduite en France. Et j'ai découvert dans un contexte très particulier que je vais préciser parce que vous allez comprendre qu'il est très lié au livre, à savoir, on était au début des années 2000, c'est important de remettre les choses dans le contexte, et les hasards de la vie avaient fait que je venais d'avoir mon premier enfant. Et je venais d'être recrutée pour la première fois à l'université. Et tout ça en l'espace de quelques semaines. C'est-à-dire que voilà, l'audition de recrutement, j'étais enceinte de 7 mois et j'ai commencé mes cours, mon fils avait quelques semaines. Je continuais à l'allaiter et je devais par ailleurs monter un service, c'est-à-dire voilà, premier poste, premier service d'enseignement, donc des cours à monter de A à Z. Tout ça pour vous dire que cette espèce de conflagration entre deux choses que j'attendais l'une et l'autre depuis longtemps, et qui étaient évidemment des perspectives très, très, très réjouissantes. Néanmoins, le fait de devoir les vivre simultanément, et surtout, parce que c'est ça qui a été un peu une espèce de déclic, de comprendre que dans le monde social professionnel,
on n'avait que faire de mes nuits hachées et de ma fatigue liée donc à ces premières semaines de la vie de mon fils, lequel fils, lui évidemment, se moquait complètement des cours que j'avais à préparer et des heures que je devais assurer. Mais d'éprouver et de constater cette dualité d'existence m'a fait m'interroger sur cette condition féminine dans nos sociétés occidentales et me demander comment elle était pensée, comment on pouvait essayer de réfléchir la vie des femmes à partir de quelque chose qui est quand même assez inédit, je veux dire à l'échelle de l'histoire de l'humanité, que les femmes puissent désormais et travailler et avoir des enfants, c'est quand même une condition assez inédite. Et donc là, au début des années 2000, je fais ce constat d'une relative absence ou d'un manque, d'un vide pour ce qui concerne la pensée féministe sur ces sujets très incarnés qui m'intéressaient alors. Et en élargissant un peu mes recherches, et parce que à l'époque, je travaillais sur un tout autre sujet, sur les rapports entre politique et religion, et notamment aux États-Unis, donc j'avais l'habitude je lisais souvent des autrices états-uniennes. Je suis tombée sur cette philosophe américaine, dont la lecture a été pour moi vraiment une épiphanie, parce que, en partant de Beauvoir, Jung propose de réfléchir, et elle se saisit en philosophe de toute une série de thématiques qui étaient vraiment jusque-là, c'est même pas déconsidéré, c'est-à-dire que le fait même d'imaginer pouvoir penser en philosophe les règles, le fait d'avoir des seins, le fait de se vêtir, de prêter attention à son apparence, etc., toutes ces thématiques, mais vraiment très corporelles, très intimes, reléguée jusque-là, justement, dans l'intimité de la vie des femmes, dont elle fait des objets philosophiques à part entière. En découvrant cette réflexion, j'étais vraiment très enthousiasmée. Et puis voilà, c'est comme ça que j'ai commencé moi-même à y réfléchir. D'abord, je vais pas dérouler tout mon parcours d'écriture, mais ce qui est certain, c'est que tout a commencé avec mon si gros ventre, ce qui est par ailleurs aussi une forme de... c'est à la fois très évident et puis presque un peu problématique, puisque c'est bel et bien la maternité, comme je l'ai dit rapidement, qui est le motif ultime au nom duquel on a privé les femmes d'à peu près tout. Et c'est en devenant mère, moi, que j'ai eu cette espèce de prise de conscience féministe. Je dis souvent que c'est là que je suis entrée en féminisme par mon corps maternel. Et voilà que une petite quinzaine d'années plus tard, je reviens à ce si gros ventre à partir d'une proposition qui m'a été faite et qui a lancé ce projet. Alors, on ne sait jamais, j'imagine, quand on sort un ouvrage, à quel point il va résonner avec l'actualité de façon plutôt solaire ou de façon plutôt négative. Donc, on va se débarrasser de cette question d'actualité tout de suite. Votre livre est un véritable outil de résistance, et plus encore aujourd'hui, contre notamment cette annonce gouvernementale qui vient d'être faite et dans laquelle on a entendu cette absolue horreur d'expression qui dit armement démographique, réarmement démographique. Vous avez signé une tribune dans Le Monde. Là, on est en train d'entendre Gérard Larcher, dont je rappelle qu'il a 74 ans et qu'il est un homme blanc, qu'il est président du Sénat, qui s'opposerait à l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Je rappelle que l'âge moyen des sénateurs est de 62 ans et qu'il y a 121 femmes en poste contre 348 hommes. Votre réaction à... Alors oui, j'ai eu envie d'écrire cette tribune parce que, en fait, c'était cette expression de réarmement démographique, et puis c'est surtout cette posture de surplomb consistant à enjoindre les femmes à faire des enfants du haut de je ne sais quelle... alors, en l'occurrence, une autorité, il la possède bel et bien en tant que chef de l'État, mais... outre le fait que ça nous rappelle quelques moments de l'histoire pas toujours très enthousiasmants à y réfléchir, mais ce qui m'a surtout frappé, c'est à quel point il illustrait quasi idéalement ce mécanisme très très efficace et dont j'ai pu prendre la mesure en rencontrant cette trentaine de femmes que j'ai interviewées à l'occasion de cette enquête. Cette idée que dès lors que les femmes sont enceintes, et notamment dès lors que cela se voit, cela se sait, dès lors que leur ventre en fait le signifie, eh bien tout se passe comme si elles cessaient d'être des sujets pour n'être plus que cela, de si gros ventres, et pour n'être plus que ces ventres occupés à fabriquer des enfants pour la société.
Et comme je le dis dans la tribune et aussi dans le livre, il se trouve que les féministes des années 70, notamment celles qu'on appelle les matérialistes, donc marxistes, ont montré comment les femmes, en tant que classe, pour reprendre leur terminologie, étaient appropriées par la classe des hommes au nom même de leur fonction reproductive, et qu'il y avait donc une espèce d'implicite social de la possession collective du ventre des femmes. Et cette expression de réarmement démographique, pour moi, était tellement une illustration de cette analyse que voilà, ça me paraissait important de le dire. J'avais proposé au Monde, j'avais envoyé ma tribune avec un titre, et puis bon, ils font toujours le coup, ils changent le titre et choisissent eux-mêmes les mots qu'ils souhaitent utiliser, mais je l'avais intitulé Les ventres des femmes ne vous appartiennent pas, Monsieur Macron, quelque chose comme ça. Parce que c'est au-delà du contexte politique, prendre ainsi la mesure de ce que représente socialement la capacité reproductrice des femmes, s'apercevoir que d'une certaine façon, par-delà toutes les avances sociales et par-delà tous les droits conquis qui existent, nous n'allons pas faire comme si on vivait dans une société qui n'a pas entamé en fait l'émancipation des femmes, mais néanmoins, et ça c'est quelque chose que j'ai travaillé dans d'autres ouvrages, il s'est passé un espèce de phénomène souterrain que, alors même que les femmes devenaient à peu près des hommes comme les autres dans le monde social et professionnel, dans les années 80, 90, 2000, eh bien, elles ont continué de demeurer ce que j'appelle des corps à disposition, une formule qui renvoie pour moi à cette idée que les femmes sont réduites et assignées à leurs fonctions sexuelles et maternelles. Et cela, cette perpétuation de la disponibilité corporelle des femmes, c'est quelque chose qui a explosé au grand jour avec la séquence MeToo, en 2017, laquelle séquence n'est pas un moment comme ça isolé, une espèce de coup de tonnerre dans le ciel féministe, c'est une séquence qui s'inscrit c'est un moment qui s'inscrit dans une séquence qui a débuté un peu plus tôt, au début des années 2010, que j'ai appelé dans un autre livre La bataille de l'intime, où l'on a vu donc une nouvelle génération de féministes, celles qui ont la trentaine aujourd'hui, mais à l'époque elles avaient la vingtaine, se saisir de toute une série de sujets corporels, à commencer par les règles, qui a été le premier sujet, et puis en se saisissant ensuite de tous ceux qui en découlent, la question des organes génitaux, avec ce grand moment du clitoris en majesté qui s'est affiché sur les murs de nos villes dans toutes les couleurs, et cette séquence sur les organes génitaux a donné lieu à toute une série d'initiatives relatives à la sexualité, à la nécessité de déconstruire le script sexuel dominant axé autour du schéma pénétratif, et cette séquence sexuelle a donné ensuite lieu à ce mouvement MeToo qui en révèle l'aspect sombre et dévastateur, et qui marque donc un moment effectivement un peu un point d'acmé dans la séquence de la bataille de l'intime. Mais celle-ci ne s'est pas terminée avec MeToo, puisque après, dans les années justement 2018-2019, c'est les questions autour de la maternité qui ont été politisées, publicisées. La question du premier trimestre de grossesse était très mal nommée fausse couche, la question du postpartum, la question des violences gynécologiques obstétricales. Et puis nous sommes aujourd'hui dans la toute dernière en tout cas, oui, dans la chronologie, dernière séquence, dernière thématique, qui voit aujourd'hui la question du vieillissement des femmes, et donc la question de la ménopause, la question de la vieillesse, tout simplement, être saisie par des féministes. Et alors c'est à la fois dans le champ militant, sous la forme d'ouvrages, de podcasts, etc., mais aussi dans le champ de la recherche en sciences humaines et sociales, avec des thèses, avec des ouvrages, et c'est là que moi j'interviens, si je puis dire. Alors pour commencer à rentrer un peu plus dans votre ouvrage, je vais lire un passage que moi j'ai entendu comme comment je pourrais dire ça, une des intentions de votre travail, c'est page 15. J'allais mettre des mots sur ce que j'avais vécu alors sans la moindre réflexivité. J'allais remonter le fil de l'expérience en faisant entendre les voix de celles qui me succédaient ici, celles qui, année après année, depuis toujours, portent leurs enfants et les mettent au monde. J'allais faire résonner les sensations, les émotions et les opinions de ces femmes dont on ne se soucie jamais, parce que l'on envisage la grossesse comme un fait de nature, que l'on considère la gestation comme un processus à surveiller et le ventre des parturientes comme un objet formaté.
En un mot, j'allais tenter de penser ce qui ne se pense pas, le corps enceint. Est-ce que vous partagez là le fait que moi j'y ai vu vraiment votre intention de travail, de recherche? Oui, en effet, c'est faire entendre les voix de celles que l'on n'entend jamais, puisque, comme je le disais tout à l'heure rapidement, les femmes enceintes cessent d'être des sujets. Elles sont, enfin j'emploie le mot, véritablement désubjectivées, c'est-à-dire qu'on leur dénie soudainement toute capacité réflexive, toute possibilité d'exprimer leurs attentes et leurs choix relativement à la façon dont elles veulent vivre leur grossesse et leur accouchement et leur postpartum, et qu'on leur demande tout simplement, en quelque sorte, d'abandonner leurs corps enceints entre les mains d'une médecine encore assez largement patriarcale, même si, je le dis tout de suite, je sais fort bien qu'il y a des tas d'endroits en France où l'accueil et le suivi des grossesses se fait de façon tout à fait respectueuse justement de ce que souhaitent les femmes. Mais précisément, l'enjeu, c'était ces femmes à qui l'on dénie la condition de sujet, leur redonner une voix et rappeler qu'elles demeurent, y compris pendant toute la grossesse, des sujets capables de réfléchir à leurs propres conditions et capables d'exprimer aussi leurs propres attentes et surtout capables de refuser parfois les injonctions qu'on fait peser sur elles et les obligations qu'on leur donne. Alors votre essai repose sur des entretiens, vous l'avez dit, une trentaine de femmes en fait, que vous avez notamment menés en 2021, mais pas qu'en 2021, à l'hôpital Bichat, mais pas qu'à l'hôpital Bichat, auprès d'un échantillon de femmes que vous avez souhaité le plus représentatif possible de la société. Racontez-nous, s'il vous plaît, votre démarche et comment vous avez recruté en 2 temps ces femmes et les places qu'a pris votre travail immersif aussi dans ce service d'un grand hôpital parisien, pour que l'on comprenne à quel point cet essai repose aussi et avant tout sur leurs témoignages soutenus et étayés par vos recherches. Oui. Alors, c'est une proposition qui m'a été faite donc par mes éditrices de faire un travail en immersion. La collection chez Stock s'appelle Immersion. Et immédiatement, elles m'ont proposé. Donc, l'une d'entre elles était celle qui avait édité mon petit ouvrage qui s'appelle Le corps des femmes, la bataille de l'intime. Et donc, elles m'ont dit qu'elles avaient pensé à moi pour me proposer une expérience d'immersion dans une maternité. Alors déjà, je trouvais l'idée très chouette. Et puis quand elles ont ajouté que cette maternité, ce serait celle de l'hôpital Bichat, sans savoir que mes 2 enfants y étaient nés, je me suis dit que là, tout de même, il y avait une jolie coïncidence. Donc ça m'a donné très envie. Par ailleurs, il se trouve que ça faisait déjà un petit moment que j'avais expérimenter cette méthode qui est, disons, une méthode assez artisanale, mais que je qualifie d'enquête phénoménologique, qui consiste pour moi à aller recueillir des récits d'expériences vécues, des récits assez longs. S'il y a des sociologues dans la salle, ça se rapproche plus de ce qu'on peut appeler des récits de vie, autour des thématiques corporelles que j'explore, et c'est ce que j'avais fait notamment dans mon ouvrage sur les seins des femmes, donc qui s'appelle Seins en quinte d'une libération. Donc l'idée d'aller rencontrer et mener ces entretiens avec des femmes enceintes me plaisait beaucoup. Et puis j'ai eu une dernière petite cerise sur le gâteau à l'issue de la toute première réunion avec les équipes, les médecins obstétriciennes et puis les sages-femmes. La séance se termine et puis la médecin qui portait le projet au sein de la maternité me demande comme ça en sortant, on discutait tranquillement, si je me souvenais des noms des médecins qui avaient accouché mes enfants. Alors je lui dis que pour mon fils, je ne m'en souvenais pas du tout, et pour des raisons que j'explique dans le livre, puisque j'ai eu un accouchement assez compliqué. Et puis je lui dis que pour ma fille, je me souviens simplement d'une femme très grande avec les cheveux très noirs et un nom à consonance arménienne. Elle dit comme ça, elle n'avait pas l'air de voir qui c'était. Bon, je reviens la semaine suivante pour commencer à mener mes entretiens. Donc, c'était des entretiens auprès de femmes qui étaient dans leur dernier trimestre de grossesse, que je rencontrais sur place, à la maternité, souvent dans les box des sages-femmes, au moment où elles avaient des rendez-vous justement pour leur suivi de grossesse, et on profitait de leur présence là. Et je recroise cette médecin qui m'arrête dans le couloir et qui me dit, au fait, cette femme très grande aux cheveux très noirs, c'était moi. Et en fait, quand elle a compris que c'était elle, mais elle n'en était pas certaine, donc c'est pour ça qu'elle m'avait rien dit. Donc elle me paraissait très grande parce que, évidemment,
j'étais allongée. Et par ailleurs, ses cheveux avaient grisonné un peu, et puis elle avait changé de nom suite à un divorce, et donc voilà. Et là, je me suis dit quand même que la boucle, enfin en tout cas qu'il y avait quelque chose de très très joli qui se formait, puisque cette même personne qui avait rendu possible cette enquête à Bichat était celle qui avait fait naître ma fille Rose, et qui a eu cette délicatesse de me dire à ce moment-là, je suis vraiment désolée, mais j'ai regardé, on a fait tout ce qu'on a pu. Dans le sens où, voilà, j'ai dû accoucher par césarienne, j'aurais bien aimé éviter pour ce deuxième accouchement. Voilà, ça n'avait pas pu être possible, mais 15 ans après, puisque au moment de l'enquête, ma fille avait 15 ans, de faire ce petit rappel, j'ai trouvé ça très touchant. Et donc, dans un premier moment de l'enquête, j'ai rencontré à peu près la moitié de mon échantillon, une petite quinzaine de femmes qui étaient suivies pour leur grossesse à l'hôpital Bichat, enfin la maternité de l'hôpital Bichat. C'était absolument passionnant. J'étais notamment très frappée. À chaque fois que je sortais d'un entretien, je me disais, c'est pas possible que ce soit si différent à chaque fois. Et en réalité, ça a été... Bon, ça n'a rien de très bouleversant de le dire, mais tout de même, la singularité inouïe de chaque grossesse, dont chacune d'ailleurs peut se rendre compte en y réfléchissant, en se disant, en fait, on n'aime jamais trop tellement quand des femmes racontent leur propre grossesse ou leur propre accouchement. On se dit toujours, mais non, mais la mienne, c'était tellement plus intéressant ou tellement plus intense ou tellement plus quelque chose. Enfin, mais je crois que c'est parce que chaque grossesse est véritablement unique et qu'il y a quelque chose de l'ordre aussi voilà, quelque chose qui peut se dire, mais qui peut-être ne se partage pas si facilement que ça. Donc c'était tout à fait passionnant, mais je me suis aperçue assez vite qu'il y avait un biais assez sérieux du point de vue de la recherche, dans une perspective de représentativité sociologique, à savoir que toutes ces femmes, puisque c'est sur la base du volontariat, étaient dans leur trentaine, blanches, en couple hétéro, plutôt de catégories socio-professionnelles favorisées. Enfin bref, elles étaient à peu près toutes les mêmes du point de vue de leur profil sociologique. Et ça, c'était un vrai problème, puisque, alors, je recherche pas tant une sorte de représentativité parfaite, parce que, bon, elle n'existe pas, mais en revanche, ce que je cherche à faire, c'est à rendre audible et palpable toute la diversité de ce que j'appelle les situations de grossesse, comme j'appelais les situations de seins quand j'ai mené l'enquête sur les seins des femmes. Et donc, il fallait que je rencontre des femmes qui menaient un projet de grossesse seules, des femmes lesbiennes, des femmes en situation de handicap, des femmes racisées, des femmes de catégorie populaire, des femmes plus âgées. Enfin bref, il fallait que je parvienne en fait à recueillir les récits de toute cette diversité de situations. Et donc la deuxième phase de l'enquête a été un peu différente, puisque j'ai lancé en fait un appel sur mes réseaux sociaux, tout simplement, et que en listant les critères que je recherchais d'une certaine façon. Et là, j'ai eu énormément de propositions d'entretien, et notamment, et c'était une grande surprise, énormément de demandes de femmes seules. C'était peut-être une question... Non, pas du tout, mais c'est ça. Et j'ai dû m'arrêter à 5 parce que c'était déjà beaucoup, c'était beaucoup plus que leur poids statistique. Et en fait, j'ai compris pourquoi. Comme vous en souvenez peut-être, en 2021 a été révisée la loi de bioéthique qui a donc permis, après cette révision, à toutes les femmes de recourir à des protocoles de procréation médicalement assistée. Toutes les femmes, c'est-à-dire les femmes en couple lesbien et les femmes seules. Et tout le monde s'est réjoui, enfin tout le monde, oui, en tout cas, toutes les féministes, en tout cas, se sont réjouies de cette révision, en se disant notamment qu'enfin, les femmes lesbiennes allaient pouvoir mener à bien les projets parentaux. Et à la surprise générale, ce sont davantage des femmes seules qui sont venues solliciter les centres de PMA et les SECOS pour mettre en œuvre des projets de parentalité en solo. Alors parfois elles disent en sola. Donc, on cherche toujours des termes nouveaux. Je préfère solo quand même. Et ça, je ne sais pas si on aura l'occasion d'y revenir. Si, alors justement, je vais d'abord vous demander quels sont les parce que ça c'est une question que je me suis posée en vous lisant. Est-ce qu'il y a des contraintes particulières à l'entretien phénoménologique en fait? Est-ce que il faut que ça réponde à certaines contraintes pour que le courant soit respecté? Pas véritablement de contraintes, non. Ce que j'essaye de faire, en revanche, c'est de travailler quelque chose de l'ordre de la circularité. Je m'inspire beaucoup des pratiques féministes des années 70 dans ce qui s'appelait à l'époque les cercles de conscientisation, où les femmes se réunissaient en non-mixité pour mettre en partage des récits d'expériences vécues, très souvent liés à leur corps, et
plutôt souvent des expériences, disons, désagréables ou pénibles. Et lors de cette mise en partage des récits, ces femmes prenaient conscience de partager une commune condition, et en l'occurrence une commune condition d'oppression, et cette prise de conscience menait ensuite à la décision de s'engager dans la lutte féministe, et donc voilà, politiquement. Et donc je pratique cela en me mettant moi-même, en quelque sorte, dans une relation la plus horizontale possible. C'est-à-dire qu'il n'y a pas moi d'un côté qui pose des questions puis qui recueille des réponses, mais c'est sur le mode d'une discussion horizontale et circulaire où je n'hésite pas, selon les thèmes qui sont abordés, à évoquer ma propre expérience vécue du phénomène dont il est question. Parce que je crois que... Enfin, j'en viens à penser véritablement que quand on travaille sur le corps des femmes, et y compris, peut-être même surtout dans une perspective philosophique, on ne peut pas faire abstraction de la parole de celles qui éprouvent toutes ces dimensions incarnées. Et donc, j'ai développé cette technique qui consiste donc à recueillir tous ces fils que je tisse ensuite. Donc, c'est toutes ces voix de femmes que je tisse avec ma voix propre sur le fond d'un cadre théorique qui est, lui, fait de ce qu'ont écrit et pensé les autrices avant moi sur le sujet que je travaille. Donc en fait, il n'y a pas tant de contraintes que cette espèce d'attention que j'essaye de développer, une espèce enfin c'est une posture d'attention, je peux pas dire autre chose, et aussi avec ce souci que ça circule et qui est quelque chose de l'ordre d'une forme de confiance qui s'établisse, parce qu'évidemment, on s'aventure généralement toujours assez loin dans le champ de l'intime, et c'est pas parce qu'on parle de grossesse, donc a priori d'une séquence heureuse de sa vie, que non, au contraire, c'est souvent l'occasion de mettre au jour des problématiques moins heureuses. Alors, pour revenir à ce que vous disiez juste précédemment, du coup, on part de un si gros ventre à ce constat que et beaucoup de femmes seules vous contactent quand vous passez cet appel sur vos réseaux sociaux. Et là, on tombe sur ce sujet qui est à l'étude en ce moment aussi et qui s'appelle faire famille. Faire famille autrement, en fait. Oui, ça c'était vraiment un moment important dans l'enquête et dans la rédaction, parce que évidemment c'est quelque chose que je souhaitais intégrer, c'est-à-dire c'était important pour moi qu'il y ait un chapitre où on puisse évoquer ces nouvelles familles d'une part, mais aussi donc du coup ces nouvelles grossesses, mais en revanche tout ce qu'elles m'ont apporté en termes d'analyse et d'ouverture sur ce sujet de la parentalité, c'était vraiment très précieux. Donc je vais préciser ma pensée. Il m'est apparu assez évident que ces nouvelles grossesses, donc celles des femmes seules et celles des personnes LGBTQI, inaugurent en fait des nouvelles parentalités qui me semblent être une source très précieuse, j'allais dire d'innovation parentale, mais pour toutes les familles. Voilà. Je reviens aux femmes seules. Ce sont des femmes qui, par définition, savent qu'une fois qu'elles auront accouché, elles vont rentrer chez elles avec leur enfant et elles seront seules avec le bébé. Et donc, elles s'organisent bien en amont et elles mettent en place des nouvelles sociabilités pour s'assurer que, à leur retour à la maison, elles seront aidées, et donc elles confient à tel ami pendant un temps donné le soin de faire les courses alimentaires pour elles. Tel autre ami viendra une fois par semaine pour lui permettre de sortir et d'aller au cinéma. Telle sœur ou parente, enfin peu importe les liens d'ailleurs. Et l'une d'entre elles m'a dit, et ça m'a paru tellement évident, que elle était persuadée qu'elle serait beaucoup moins seule à son retour de la maternité que peuvent l'être certaines femmes en couple qui n'anticipent pas et qui ne réfléchissent pas l'organisation de leur quotidien au retour à la maison, parce qu'il y a une forme d'implicite, je ne sais pas lequel d'ailleurs, que les choses se font d'elles-mêmes et que ça va marcher tout seul, enfin j'en souhaite rien, mais en tout cas ce qui m'est apparu alors et qui me semble être précieux pour toutes les femmes, c'est que voilà comment on peut imaginer de nouvelles modalités en fait d'entrer dans la grossesse et dans la maternité, avec des pratiques finalement auxquelles on ne pensait pas jusque-là, et que seules ces grossesses solo ont permis de penser. Et en même temps, ces grossesses queer, on va dire, au sens de
en dehors des cadres normés, ont aussi été l'occasion pour moi d'éprouver aussi la résistance de certains mécanismes d'assignation, et notamment de ce lien très étroit entre femme et parentalité, ou femme et maternité. J'ai rencontré dans mon enquête, et c'était important pour moi de le faire, un homme trans, Ali, qui est le premier homme trans à avoir porté un enfant dont il a été reconnu père à l'état civil ensuite. Il est en couple avec un autre homme. Et donc, il m'a raconté sa grossesse et tout son parcours, tout à fait spécifique, avec des canaux et des lieux absolument accueillants et sensibilisés. Et voilà. Mais néanmoins, m'a-t-il raconté, c'est ce que je voulais raconter plutôt, c'est que il a observé, de retour à la maison avec leur fille, que lors des réunions familiales, ou quand il s'agissait de discuter, de parler du bébé, c'est à lui et à lui seul que l'on s'adressait pour demander notamment si la petite fille mangeait bien, si elle prenait bien du poids, si ça se passait bien, etc. Donc tout ce qui était de l'ordre de la fonction nourricière, était dirigé vers la personne qui avait porté l'enfant. Et c'était quand même... quand on y songe, assez puissant, vertigineux. C'est-à-dire que voilà un homme trans qui est dans son identité d'homme, mais qui reste celui qui incarne la fonction nourricière, parce que c'est le gros ventre qui a porté l'enfant. Voilà. Et donc, je me suis autorisée à faire quelques parallèles entre... notamment l'expérience vécue de la transition et l'expérience vécue de la grossesse, comme un moment de transformation radicale au sens où la transformation est définitive. Je suis très attachée à dire, avec d'ailleurs les femmes que j'ai rencontrées, que quand on a été enceinte et qu'on est mère, il n'y aura plus jamais de corps d'avant. Cette fameuse injonction à retrouver son corps d'avant. Qu'on voit sur les réseaux sociaux, en mode, toutes les injonctions à perdre très vite le ventre du postpartum, à retrouver sa ligne, à perdre tous les kilos pris. C'est complètement, non seulement c'est violent, mais surtout c'est totalement erroné. Et ça, j'ai pu m'en rendre compte avec une des femmes que j'ai rencontrées, qui est une artiste circassienne, trapéziste, et qui, évidemment, a cessé sa pratique à peu près au 4e mois de grossesse, mais qui est une femme qui a une conscience très, très aiguë et très, très fine de sa corporéité et de tous ses mécanismes physiques, et qui me disait que la liste des éléments de transformation de son corps, et de transformation définitive, était très longue. Elle me parlait de ses hanches qui s'étaient définitivement élargies, de ses ligaments qui s'étaient définitivement étendus, je ne sais plus quel mot elle employait. Elle témoignait de ce que le corps post-grossesse est un nouveau corps qu'il faut vivre avec, l'accepter, et notamment sur la question du ventre, parce que ça, c'est quelque chose aussi qui est revenu très souvent. L'impossibilité pour les femmes d'avoir de gros ventres hors grossesse. C'est-à-dire, en fait, le gros ventre n'est socialement acceptable que s'il est plein d'un enfant, pas de nourriture. Et tant et si bien que par exemple, un gros ventre de femme grosse est socialement inacceptable. Le gros ventre de la femme en postpartum, qui peut être gros longtemps, voire rester gros, socialement inacceptable. Le gros ventre de la femme ménopausée, même chose. Eh bien, la raison en est très simple, c'est que, je l'ai dit, les femmes ont été assignées à leurs fonctions corporelles sexuelles et maternelles, mais ce sont des fonctions incompatibles, bien sûr. Le corps doit être soit sexuel, soit maternelle. C'est aussi la raison pour laquelle j'ai tenu à consacrer un chapitre à la sexualité pendant la grossesse, parce qu'elle existe. Et j'ai même eu le cas, je le cite parce c'est le plus frappant, d'une femme qui m'a raconté que c'est pendant sa grossesse qu'elle et son compagnon ont commencé le libertinage sexuel. Et qu'ils ont continué ensuite. Mais voilà, comme un exemple évident de ce que la sexualité et le plaisir ne s'arrêtent pas lors d'une grossesse. Mais socialement, ce sont des fonctions incompatibles. C'est ce dont témoigne par exemple la stigmatisation des femmes qui allaitent en public. C'est-à-dire que le sein, et spécifiquement le téton, qui est un organe doublement sexuel et maternel, il est
inenvisageable au sens où on ne veut pas le regarder comme un visage. Et donc le ventre qui est donc soit maternel gros, soit sexuel pour être désirable plat, c'est une injonction qui reste très très puissante, comme l'illustre d'ailleurs ces nouveaux modèles de corporéité qui sont proposés à nos filles. Donc Rose, dont je parlais tout à l'heure, ma fille a 17 ans, et grâce à elle, je suis d'assez près en fait le flux continu des injonctions esthétiques qu'elle reçoit sur son écran tous les jours. Et j'ai découvert donc ce retour en mode et en force du corset chez les toutes jeunes filles. Parce que si désormais il y a des icônes de la pop culture qui peuvent, voilà, et on peut peut-être s'en réjouir, qui ont légitimé et rendu beau et désirable les grosses fesses, les grosses cuisses, les gros seins. Il y a en revanche une zone du corps des filles qui doit rester absolument fine et plate. C'est le ventre et la taille. D'où le retour en force des corsets, d'où aussi ces marques de lingerie que ces mêmes pop stars lancent pour rendre possible l'impossible, c'est-à-dire cette espèce de corps amphore, non pas sur la plateforme de Arte Replay, le reportage de Kim Kardashian. Le geste est absolument parfait. L'amphore, c'est comme ça, c'est resserré au centre une amphore, c'est ça. Comme ça, exactement. C'est ça. Kim Kardashian. C'est ça. Et sur ce sujet-là où dans leur témoignage, elles parlent de ce corps qui change et qui ne reviendra plus jamais comme avant. J'ai trouvé qu'elles étaient nombreuses aussi à attester du fait que c'était peut-être la seconde fois dans leur vie qu'elles le vivaient et que la première était l'adolescence. Oui, la puberté. La puberté. Oui. La puberté. Il y a en effet quelque chose de tout à fait similaire. Il y a certaines femmes, on n'en a pas encore parlé parce que ça c'était aussi quelque chose d'important à faire dans le livre. Je savais que certaines femmes n'aiment pas être enceintes. On a toutes autour de soi connu ça. Je savais aussi que même certaines avaient détesté leur grossesse, mais je ne m'attendais pas à rencontrer à ce point autant de témoignages d'une forme, disons, à minima d'ambivalence. C'est-à-dire que toute femme enceinte a, à un moment ou un autre de son parcours de grossesse, eu des moments, on va dire, d'inconfort, voire même, voilà, d'une forme de rejet, de détestation de son corps enceint. Et certaines, franchement, détestent ça du début à la fin. Et alors ? Enfin, je veux dire, pourquoi pas ? Et j'ai senti chez ces femmes-là qui m'en parlaient à quel point c'était un soulagement pour elles de pouvoir exprimer parce que, et ça c'est pas le moindre des paradoxes de notre époque, c'est pas parce que les femmes ont conquis la possibilité de choisir le moment de leur grossesse, voire de choisir de ne pas avoir d'enfant du tout, que l'injonction sociale à l'enfantement ne pèse pas toujours aussi lourd sur leurs épaules. Il suffit pour s'en convaincre de parler à des jeunes femmes qui ne souhaitent pas avoir d'enfants, c'est un débat qui est assez présent en ce moment, eh bien, comme vous le savez peut-être, depuis une loi de 2001, la stérilisation a été non seulement rendue possible, mais elle est même remboursée par la sécurité sociale pour toute personne adulte, femme ou homme. Eh bien, pour les femmes, et a fortiori si elles sont jeunes et qu'elles n'ont jamais eu d'enfants, qui souhaitent se faire stériliser, c'est un chemin de croix. Voilà, c'est comme, je veux dire, le nom des praticiens. Elles s'échangent le nom des praticiens acceptant la stérilisation, comme autrefois leur mère et plutôt leur grand-mère s'échangeaient le nom des médecins qui pratiquaient les avortements clandestins. C'est-à-dire que, en fait, et c'est la même histoire. C'est la même histoire d'injonction à la maternité et avec ce qu'elle véhicule aussi de représentations idéalisantes dont j'ai pu réaliser à quel point elles étaient encore intenses. Je me souviens d'une discussion, j'étais invitée à discuter à la radio avec une sage-femme très connue, elle s'appelle Anna Roy, elle publie des tas de livres, c'est une grande fille. Bon. Et je me suis aperçue que le discours qu'elle véhiculait, c'était celui qui est le discours, disons, j'allais dire, millénaire de la grossesse comme épanouissement ultime de la vie des femmes, comme ce moment merveilleux où la magie de la nature se déploie, et c'est tellement magnifique. Bon. Alors, si mon livre arrive à faire entendre, d'une part, qu'on peut ne pas aimer être enceinte tout en adorant devenir mère, c'est pas le sujet, ce sont deux sujets différents. S'il permet aussi peut-être d'aller vers quelque chose comme une forme d'indifférence, c'est-à-dire qu'il y a des femmes qui vivent leur grossesse comme elles vivent tout autre épisode corporel, voilà, elles s'adaptent, elles aménagent leur existence à ce moment-là spécifique de leur vie, mais disons que ce à quoi elles aspirent, c'est à vivre leur grossesse, disons, le plus normalement possible, c'est-à-dire dans une forme d'indifférence. Non pas que ça les intéresse pas, mais simplement qu'elles ne souhaitent pas en faire grand cas et surtout pas
être obligées de la vivre comme si elles étaient là au summum de leur vie de femme. Et du bonheur. Et du bonheur, oui. Parce que non, c'est loin d'être toujours le cas. Enfin, dans ce sens-là, quelque chose m'a percuté très fort et j'avoue, je m'y attendais pas. À l'instar de la culture du viol qui est partout présente dans notre société, en fait, j'ai trouvé que ce qui émergeait aussi de leur témoignage, c'était le partage d'une certaine forme de honte. Et c'est un des plus grands apports pour moi de cette lecture, en fait. Ce sentiment de honte, c'est ce que la philosophe américaine Sandra Lee Barkey qualifiait de sentiment spécifiquement féminin, non pas que seules les femmes ressentent de la honte, mais, a-t-elle montré, c'est un sentiment que les femmes éprouvent de façon quasi permanente et qui est pour elles comme un quasi mode d'être. Notamment parce que c'est un sentiment qui se développe à l'adolescence, dans ce moment inaugural, qui est celui de l'entrée des filles dans leur corps sexué, c'est-à-dire aussi immédiatement dans leur corps sexuel. Quand j'ai mené l'enquête sur les seins, je m'étais imaginé, ou j'avais naïvement espéré que les plus jeunes filles que j'allais rencontrer témoigneraient d'une relation plus sereine et décomplexée vis-à-vis de leur propre corps. J'étais très frappée d'observer que non seulement c'était pas le cas, mais que tous ces mécanismes bien connus de la comparaison entre femmes et d'espèce de posture psychologique, d'auto-évaluation permanente et d'auto-comparaison permanente qui fait que les filles entrent en fait dans leur vie de femmes, de jeunes femmes, avec ce sentiment quotidien d'inadéquation, d'imperfection, d'insatisfaction. Et c'est comme ça que Barthes définit la honte, comme un sentiment permanent par lequel le sujet se sent inférieur, diminué, imparfait. Eh bien, ce sentiment de la honte, c'est quelque chose qui est quasi consubstantiel des existences féminines. Alors, je ne veux pas généraliser, voilà, on n'est pas toutes honteuses, mais on a toutes connu ce sentiment de honte que nous renvoie, en fait, un certain nombre de mécanismes patriarcaux. Alors, pour les jeunes filles, c'est tous ces dictats à être toujours plus fines, plus fermes, plus lisses, etc. Pour les femmes enceintes, ça tourne beaucoup autour de la question du poids. C'est revenu de façon vraiment répétitive, la façon dont les professionnels de santé, en fait, y compris les plus bienveillants, véhiculent et entretiennent. Y compris les femmes. Y compris les femmes. Y compris les femmes, bah oui, bien sûr. Renvoie aux femmes enceintes toute cette série d'injonctions. Je me souviens de l'une d'entre elles qui m'expliquait, donc c'était une jeune femme qui me racontait qu'elle avait une vie de jeune femme urbaine où elle sortait beaucoup, elle buvait beaucoup, même un peu plus que ça, etc. Et que suite à sa grossesse, elle avait fait le choix de quitter Paris, de s'installer à la campagne, d'arrêter de boire, d'arrêter toute drogue, évidemment, et d'essayer de manger. Elle a passé un long moment à me raconter comment elle avait changé sa façon de s'alimenter pour manger plus sainement, etc. En revanche, voilà, elle n'avait pas réussi à arrêter totalement de fumer. Donc, elle fumait 1 ou 2 cigarettes par jour et elle avait décidé de le faire en public parce qu'après tout, bon, et ça... tous les jours, et à chaque fois que... Voilà, c'est vrai que de voir une femme enceinte allumer une cigarette, bon, et ça la rendait très en colère, parce qu'elle disait qu'elle avait vraiment... Elle s'était donné vraiment tous les moyens de mener la grossesse la plus saine possible, à l'exception de ce petit détail-là, qui, bon, qui est évidemment pas idéal, mais qui est pas non plus catastrophique. Bon, bref. Et donc, il y a cette... C'est cela qui produit la honte, c'est-à-dire que ce discours qu'on adresse aux femmes qui leur dit non, ce que vous faites n'est pas bien ou n'est pas assez bien, et d'ailleurs, quel que soit le domaine. Et donc, c'est ça qui entretient cette honte. Alors, si on regarde un petit peu parce que là, on a un vrai problème, l'heure est passée, mais si on regarde un petit peu du côté des solutions. Est-ce que vous avez... On le sait, l'accouchement, la fin des grossesses, les grossesses, l'accouchement, c'était une histoire de femmes jusqu'au fin 17e, début du 18e siècle, où là, les hommes arrivent avec leur blouse blanche et verticalisent complètement en experts et proposent des processus qui sont absolument pas adaptés au corps des femmes. Est-ce qu'il y a
cette expérience vous permettrait d'avoir un tout petit peu d'espoir que les choses se reféminisent beaucoup pour le futur, l'avenir. Oui, parce que il y a une tendance que je trouve tout à fait nette à proposer, développer des alternatives à la médicalisation de la grossesse et de l'accouchement telle que effectivement la médecine masculine l'a enracinée à la faveur d'évolutions historiques dont certaines sont tout à fait, on va pas rejeter et la possibilité de la péridurale et je dis souvent que s'il n'y avait pas eu cette médecine obstétricale, je serais pas là pour écrire ces livres aujourd'hui parce qu'elle m'a littéralement sauvée. Mais néanmoins, on peut espérer et réclamer des modalités davantage soucieuses en fait des attentes des femmes, par exemple des pratiques d'accouchement qu'on appelle davantage physiologiques, etc. Et de fait, elles existent. On voit bien à quel point, il y a un phénomène qui me fascine, c'est l'explosion du phénomène des doulas. C'est-à-dire de femmes qui se forment, qui se spécialisent pour accompagner les femmes enceintes. Donc, c'est pas des professionnels de santé, c'est en plus, en fait, des suivis de grossesse normaux, mais ce sont des femmes qui sont là pour assurer ce que, malheureusement, les sages-femmes n'ont plus le temps parce qu'elles sont dans des conditions de travail absolument terribles, difficiles de faire. Donc, à savoir être, un suivi plus quotidien et puis plus attentif aux attentes des personnes. Donc il y a les doulas, il y a les maisons de naissance, on a enclenché une dynamique en fait de diversification en fait des modalités d'accouchement et de grossesse, et aussi les féministes ont décidé et continuent de le faire, de faire entendre leur voix et leurs attentes sur ce sujet. Et quand on fait reposer son ouvrage comme ça, en intégrant autant la parole des femmes, est-ce qu'il y a des craintes pendant l'écriture ? Est-ce qu'il y a des craintes de pas rester fidèle à ce qui a été entendu, dit, de dévoyer certaines paroles, etc. Est-ce que c'est pas la même chose d'écrire seul à partir de recherches et d'écrire à partir de témoignages ? Oui, mais alors ces témoignages, je les enregistre. Je les retranscris. Je ne modifie aucun mot, si ce n'est que j'enlève les petits mots de l'oralité comme les ou les répétitions, etc. Oui, mais vous intégrez les rires. Oui, toujours. Et puis ça, c'est aussi un principe de méthode, là, pour le coup, en sociologie. On est attentif aussi au non-verbal. Les gestes, les rires, les silences que je signifie avec des petits points. Il y a tout ça, c'est important. Donc, j'essaye d'être vraiment, la plus fidèle possible. J'ai aussi garanti à toutes ces femmes l'anonymat en leur demandant à chacune de choisir un pseudonyme. Même celles qui voulaient pas, en disant, mais non, vous pouvez me dire, non. Elles ont chacune choisi un prénom qui n'est pas le leur, de façon aussi à, que je puisse, que je me censure pas et que je puisse utiliser toute la matière qu'elles m'ont livrée. En revanche, là où je m'autorise cette liberté, c'est ailleurs, notamment dans l'écriture littéraire, où j'ai aussi exploré ce thème de la maternité. Exactement. Et je vous fais une belle transition. Oui, exactement. C'est ça. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous a permis l'écriture alors, ce premier roman qui s'appelle Planète douce parle aussi de la grossesse, enfanter, la naissance, l'éducation. D'abord, pourquoi vous avez eu envie de vous tourner vers la fiction, la littérature, et qu'est-ce que ça vous a apporté ? Alors d'abord, ce que je dois dire, c'est que ce roman, je l'ai écrit avant Un si gros ventre et avant même que le projet existe. Et c'est drôle d'observer, mais bon, c'est drôle et en même temps, je le comprends. Que tout ça fait sens et système. En fait, l'écriture fictionnelle, l'envie d'écrire de façon fictionnelle m'est venue quand je réfléchissais au projet du livre qui est devenu Un corps à soi. Un ouvrage dans lequel, dans la seconde partie, je reprends la méthode beauvoirienne en déroulant le fil de la vie des femmes, du bébé-fille jusqu'au grand âge, et je m'arrête à toutes ces étapes de la vie des femmes qui sont marquées par un bouleversement corporel qui va produire chez elles à la fois un ébranlement intime, un changement dans la représentation sociale et des attentes en termes de droits, donc politiques. C'est pour ça que je parle de nœuds phénoménologiques, c'est-à-dire ces moments incarnés de la vie des femmes où l'intime, le social et le politique sont toujours très étroitement associés. Et donc j'avais eu envie d'ouvrir chacun des chapitres par un petit texte de fiction qui portait le prénom d'une fille ou d'une femme et qui allait en quelque sorte introduire de façon littéraire le thème corporel que j'explorais ensuite de façon plus théorique. Quand je l'ai proposé aux éditeurs, j'ai bien vu qu'il y avait quelque chose peut-être qui
qui marchait pas. Cette hybridité du projet, à l'évidence, était sans doute pas idéale. Et puis surtout, je me suis rendu compte, et on m'a fait remarquer que si j'avais envie d'écrire un peu de fiction, il fallait peut-être que je me l'autorise franchement et que je n'aille pas dissimuler entre les pages de mes essais. Et donc j'ai sorti ces personnages qui existaient déjà puisqu'ils étaient associés au chapitre de Un corps à soi. Je leur ai ouvert un espace propre, en quelque sorte, un espace littéraire où j'ai pu les faire vivre et les faire exister entre elles. Et puis j'ai commencé d'écrire le roman, puis le livre Un corps à soi. Mais là, j'ai dû m'arrêter d'écrire le roman parce que je n'arrivais pas à faire les deux en réalité. Je pense que c'était pas les mêmes... Voilà, ça mobilisait pas en moi les mêmes choses. Et j'ai repris l'écriture du roman après avoir terminé le manuscrit d'Un corps à soi. Et c'était d'ailleurs un moment tout à fait enthousiasmant parce que je me suis aperçue à ce moment-là, et c'est là véritablement que j'ai éprouvé pour la première fois, et c'est chouette de vivre des premières fois passé 50 ans, la joie de l'écriture littéraire dans une forme de libération. J'avais, je crois, réussi, en tout cas, de mon point de vue, j'avais pu dire à peu près toutes les choses que j'avais envie de dire sur ces événements corporels de façon théorique dans Un corps à soi. Pas seulement théorique, puisque je continue aussi de pratiquer des entretiens, et même si c'est sous une forme un peu moins extensive, on va dire. Mais ça m'a permis de reprendre l'écriture du roman en étant libérée de ça, d'avoir à montrer, démontrer des choses et à les analyser. Et ça m'a permis aussi d'aller à des endroits où je ne pensais pas aller. Et ça, c'était une très belle surprise de l'écriture littéraire. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas l'intention de m'arrêter là. J'espère en tout cas ne pas m'arrêter là. C'est que je n'ai pas voulu, et je n'aime pas d'ailleurs dire que Planète douce est un roman féministe. C'est un roman écrit par une féministe, ça c'est sûr, mais j'ai justement essayé vraiment de faire en sorte que ce soit pas de l'ordre du manifeste ou de la manifestation ou de la revendication. J'ai essayé de rester dans le registre de la littérature. Mais néanmoins, et c'est quelque chose qui est apparu dans les discussions avec mes lectrices lors des rencontres, comme à la Communauté du livre, je me suis aperçue qu'il y avait des choses que j'avais en quelque sorte semées dans le roman, qui étaient des points de départ, de réflexion que je n'avais jusque-là pas imaginé. Par exemple, dans Planète douce, donc ce ne sont que des femmes qui parlent. C'est un choix assumé. On m'a souvent demandé pourquoi aucun homme ne parlait. J'ai souvent répondu que c'est une question qu'on posait rarement aux romanciers hommes qui ne faisaient parler que des hommes. Donc je ne voyais pas en quoi c'était un problème. Donc ces 12 chapitres et ces 12 filles et femmes prennent la parole chacune à leur tour à la première personne du singulier. Ça, c'était un exercice d'écriture très, très intéressant et amusant. Et il y a des hommes néanmoins, et notamment il y a un homme qui va être le père de la petite Ève, autour duquel tout tourne. Et cette petite fille, Ève, elle est née donc d'une mère seule. Et ça, une fois encore, c'était bien avant l'enquête. Donc voilà, d'une mère seule qui a choisi de vivre seule parce que c'est son choix, mais qui a néanmoins décidé que sa fille aurait un père. Et je dis que ce père, Greg, sera son père intime. Et cet adjectif intime, il me vient comme ça, un peu spontanément. C'est un adjectif que j'utilise souvent, la bataille de l'intime. Bon, voilà. Et dans une discussion, on me demande d'en dire plus. Pourquoi intime ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Etc. Et donc là, je creuse. Et là, je mets au jour, en fait, cette idée dont je me suis dit que j'avais envie par la suite d'y revenir, qui est que qu'est-ce que c'est que de parler de paternité intime ? Est-ce que Greg, c'est pas un des premiers hommes de l'histoire à avoir la possibilité de nouer en tant que père des relations intimes avec sa fille ? Est-ce que c'est pas tout l'inverse de ce qu'ont été les hommes durant toute l'histoire patriarcale, d'abord qui ne souhaitaient pas de filles, plutôt les garçons, et puis ensuite quand ils en avaient, ils les abandonnaient totalement à leur mère. Et là tout d'un coup de qualifier cette paternité intime, et en plus c'est tout à fait le hasard, mais il se trouve que je lui ai donné comme métier le métier de ostéopathe et masseur, et qu'il y a une scène dans le chapitre où Ève parle, donc Ève le bébé, où elle raconte ce moment de massage que lui procure son Greg, son père intime, et tout d'un coup je me dis, j'ai aussi mis en scène, sans le réfléchir une fois encore, la possibilité pour les pères d'être dans le soin, ce fameux soin qui revient, que seules les femmes assument seules, etc. Donc tout ça pour dire que pour moi, en fait, penser le corps des femmes
nécessite et bénéficie d'une ouverture des registres, c'est-à-dire écrire des essais. Il y a des essais qui sont vraiment très essais théoriques comme Un corps à soi ou La révolution du féminin, des essais où il y a davantage de terrain et de voix de femmes comme Un si gros ventre ou Le livre sur les seins, et puis ce roman et donc un deuxième dont je peux annoncer qu'il est en cours d'écriture. Très bien, ça c'est une bonne nouvelle. Ceci dit, la parole des hommes, on l'entend, et c'est pour moi l'occasion d'annoncer que dans le cadre de l'Agora des Savoirs, demain soir sera projeté le film documentaire de votre compagnon qui s'appelle Laurent Métairie et qui est dans la salle quelque part tout près. Non, je l'ai perdu. Qui s'appelle Les Petits Mâles, pour lequel vous avez aussi collaboré. C'est donc demain soir au cinéma Nestor Burma à 19h30, et vous serez tous les deux présents pour répondre aux questions après la projection. Ma dernière question, elle porte sur ce que vous allez continuer à faire, pas côté littérature mais côté recherche en fait. On en a parlé un petit peu toutes les deux avant la rencontre. Merci de vous intéresser à l'agisme, le vieillissement de la femme, la ménopause, etc., etc. C'est bien le projet de votre prochaine recherche. Absolument, c'est mon prochain projet. Et là aussi, évidemment, tout ça se tient ensemble. J'ai 55 ans. J'observe tous ces mécanismes liés au croisement des facteurs d'âge et de genre, mais aussi de classe sociale et d'origine ethnique. Il y a tout un horizon, tout un domaine de pensée sur ces mécanismes de discrimination et de violence qu'on fait aux femmes vieillissantes et aux femmes vieilles. Et j'aime bien, je tiens à utiliser ces adjectifs parce que je les considère pas comme infamants. Oui, il y a des femmes vieilles, il y a des hommes vieux, et on peut penser cette condition. Voilà, donc c'est un projet en cours je suis en train d'écrire le programme en fait qui sera le mien. Et qui va m'amener à nouveau aussi à rencontrer des femmes dont je recueillerai les récits. Merci infiniment. Merci, on va laisser la parole au public si vous avez des questions. Oui, bonsoir et merci pour cette présentation. Je me suis demandé si vous étiez au cours de cette enquête auprès de toutes ces femmes enceintes. D'abord, je ne sais pas exactement quel âge de grossesse elles avaient, mais je suppose que vous avez dit en milieu de grossesse ou peut-être vers la fin. Dernier trimestre de grossesse. Dernier trimestre. Si vous étiez intéressé à leurs angoisses, est-ce qu'elles ont exprimé et comment ont-elles exprimé leurs angoisses? Angoisse d'est-ce que mon enfant est normal, est-ce qu'il va bien, est-ce qu'il est complet? Angoisse de comment je vais le mettre au monde, comment est-ce que je vais en souffrir, est-ce que je vais en mourir peut-être? Enfin, ça c'est surtout dans les sociétés traditionnelles. Mais est-ce que cette question de l'angoisse qui est inhérente, il me semble, moi j'ai beaucoup travaillé sur le sujet et dans tous les pays du monde, je retrouve cette façon cette triple angoisse. D'abord celle est-ce que je vais être enceinte, ensuite est-ce que mon bébé est bien, et puis surtout comment vais-je le mettre au monde sans danger pour lui ou pour moi. Est-ce que vous avez travaillé là-dessus? Oui, alors en fait le principe c'est en fait d'accueillir la parole et donc comment dire de la façon la plus spontanée possible. Donc je laisse les thématiques et les façons de s'exprimer émerger, si je puis dire, et de façon peut-être un peu contre-intuitive, j'ai observé que puisque je permettais à ces femmes de parler enfin d'elles en tant que sujet enceint, et non pas de la maternité, ni de l'enfantement, etc., ce sujet de l'angoisse n'était pas si présent. Pour certaines, il est apparu, mais c'est plus sur le mode d'une... comment dire, d'une forme de révélation ou je cherche le mot mais il m'échappe, mais de me dire qu'en fait elles n'étaient pas bien dans ce moment de leur grossesse. C'est pas tellement une question d'angoisse, plus qu'une question plutôt de mal-être. Et je pense que le fait de leur demander de parler d'elles en tant que sujet enceint et non pas de leur grossesse ou de l'enfant à naître, ça déplace un petit peu la perspective, et ce qui se fait entendre, c'est quelque chose qui les concerne elles, alors que les angoisses dont vous parlez, j'allais dire, c'est presque, évidemment, elles peuvent être intimes, mais voilà, c'est cette fameuse, on revient à la question de la honte, cette
peur que les choses ne se passent pas comme elles devraient se passer, cette peur quand on redoute de ne pas pouvoir attendre un enfant et donc de ne pas pouvoir souscrire aussi aux attentes communes, même si c'est aussi un projet intime qui peut être tout à fait crucial. Enfin, ce que j'essaie de vous dire de façon un peu désordonnée, c'est que je crois que finalement, quand on donne la possibilité aux femmes de parler d'elles-mêmes, c'est pas la peur et l'angoisse qui s'expriment en premier lieu. C'est quelque chose qui a davantage à voir avec le souci de faire entendre sa voix et justement parfois même aussi quelque chose qui est de l'ordre d'une forme d'assurance, de certitude, de sérénité, parce que, comme je le montre dans le livre, donc j'ai pas mal dit que... pas mal associé la grossesse à des sentiments ambivalents, voire négatifs. Mais je crois aussi, et ça c'est la philosophe Iris Marianne Young qui me l'a appris, que la grossesse peut être vécue comme un moment très important de réassurance pour les femmes en tant que sujet précisément. C'est-à-dire qu'à un moment de leur existence où leur corps-objet peut-être coïncider pour la première fois de façon aussi étroite et aussi gratifiante avec leur corps-sujet. Spécifiquement pour les femmes qui vivent ce moment-là de façon agréable et qui ont la chance de ne pas souffrir de pathologies ou de maux trop invalidants. Le sentiment d'être dans une forme d'adéquation à soi, dans son projet en tant que sujet et projet en tant que aussi sujet incarné, le fait d'éprouver aussi socialement une reconnaissance assez immédiate et assez unanime. Toute femme enceinte aura éprouvé dans l'espace public, c'est parfois d'ailleurs aussi une forme de soulagement de plus subir les regards un peu gluants et les réflexions un peu trop sexualisantes. Mais la femme enceinte dans l'espace public est reconnue en tant que future mère et bénéficie de ce fait d'une sorte de reconnaissance sociale immédiate, d'une forme de respect immédiat qui peut produire un sentiment assez agréable et positif de confiance, de réassurance, et même certaines l'expriment dans les termes de la puissance. Et c'est ça aussi que j'ai pu recueillir, et des choses qu'on entend moins souvent que justement les angoisses, qui sont des choses qu'on entend plus facilement quand on se concentre non pas sur le sujet en sein, mais sur le projet de grossesse. Puis le propos, c'était vraiment de penser le corps en sein, en fait. Et c'est pour ça qu'on parle le livre s'appelle « Un si gros ventre ». C'était vraiment focalisé sur le corps. Est-ce qu'il y a une autre question ? Bonjour. Moi, en fait, ma question, c'était plus sur l'aspect démographique qui a été soulevé par la phrase du président. Je trouve que ça a été très mal amené, et c'est terrible ce qu'il a dit, mais ça pose quand même une question, c'est qu'effectivement, l'âge à la première grossesse recule, on fait de moins en moins d'enfants, les services publics se dégradent, ça on n'en parle pas, mais ça joue certainement. Et du coup, tout cet ensemble de sujets en sein font moins d'enfants, et ça a un impact collectif. Et est-ce qu'on n'est pas entré dans une nouvelle ère, puisque justement, maintenant que c'est un sujet, qu'est-ce qu'on en fait en tant que femme, Enfin, moi, je m'interroge. Maintenant que c'est devenu un sujet, la baisse de la natalité ? Que ça a été porté comme ça au premier plan, oui. Dans des termes guerriers. Moi, je m'y attendais pas. Et que quelque part, moi, en tant que femme, je me sens poussée dans mes retranchements. Est-ce que je dois prendre position ? Est-ce que je dois lever mon bouclier ? Vu qu'on parle de guerre. Vous avez raison de rappeler que derrière la formule, il y a des réalités sociales très lourdes, celles que vous avez évoquées sur la situation dramatique des services publics de santé, celle de la profession de sage-femme, et puis aussi tout ce qui est lié à, disons, à la... aux difficultés croissantes d'un point de vue économique, la question de l'inflation, la question des inquiétudes liées au climat, aux problèmes environnementaux, le contexte international. Enfin, on est quand même à l'évidence
dans un moment de notre histoire où on peut légitimement se demander si on a envie de faire naître des enfants dans le monde qui est en train de, non pas de se construire, mais plutôt de se détruire. Et donc soulever la question de la baisse de la natalité, c'est important de le faire parce que ça permet aussi de publiciser et de politiser des questions qui ont à voir non pas tant moi j'ai pas envie d'entendre les arguments économiques du type voilà, il faut faire des enfants pour relancer la consommation ou pour assurer les retraites des générations présentes, etc. J'ai davantage envie d'entendre des réflexions sur comment on peut assurer les femmes de ce que leurs enfants naîtront dans une société, dans un monde notamment où les dommages et les ravages liés aux pesticides, aux perturbateurs endocriniens et que sais-je, seront enfin pris au sérieux. Et bref, donc c'est pas un sujet. Il faut pas, en effet, enfermer la question de la natalité ou la question de des grossesses des femmes dans cette espèce de grand sac d'ineptie d'un autre âge, même si il y a cette dimension-là. Ce qu'on propose de faire dans le champ féministe, c'est justement de ne pas abandonner ces sujets aux politiques natalistes, mais de montrer comment derrière ces politiques natalistes, c'est des politiques de santé, des politiques sociales, des politiques économiques, des politiques environnementales, et qu'il y a quelque chose à penser en termes de projet de société sur le monde dans lequel on propose aux femmes et aux hommes et aux personnes non binaires d'avoir des enfants. Comme on parle de la biopolitique et de la gestion du contrôle des foules, du réarmement démographique. Et par rapport à ça, je ne sais pas si vous avez entendu les propos de Vera Nikolsky dans son ouvrage Féminicène. Et c'était pour savoir ce que vous en pensiez. Oui, dans cet ouvrage Féminicène, il est question, de façon, de mon point de vue, aberrante, de considérer que tous les progrès dont ont bénéficié les femmes et tous les droits qu'elles ont pu conquérir, elles le devaient aux évolutions médicales et scientifiques et non pas aux actions des féministes. C'est une proposition qui a eu un écho assez... Enfin, non, peut-être pas large, mais enfin, en tout cas, quand le livre est sorti, on en a tout de même un petit peu parlé. Cette façon de dire que ce sont les aspirateurs, les machines à laver le linge et l'anesthésie et quelques autres progrès médicaux qui ont permis aux femmes de s'extirper d'une condition d'objectivation terrible qui a été la leur pendant des siècles. Je dis aberrant parce que on le sait très bien quand on est féministe que tant que ces sujets sont pas portés de façon politique par des femmes et j'espère de plus en plus par des hommes, on aura beau faire tous les progrès médicaux du monde et inventer tous les appareils domestiques les plus performants du monde, on changera pas grand-chose au fait que les femmes continuent notamment d'être assignées aux tâches domestiques. C'est quand même une immense mystification que d'avoir fait croire aux femmes, notamment des années 60 et 70, que leurs fabuleux nouveaux appareils domestiques allaient les libérer enfin de leurs conditions d'assignation. Betty Friedan a montré dans un livre qui est devenu une espèce de bible féministe aux États-Unis en 1962, qui s'appelle La femme mystifiée, comment des millions d'Américaines qui avaient fait des études s'étaient retrouvées à retourner chez elles à la naissance de leur premier enfant et à cesser de travailler pour devenir ces fameuses ménagères au sourire extatique qui posaient devant leur cuisine rutilante. Donc il ne s'agit pas, une fois encore, comme je le disais, de nier tout ce que les progrès médicaux et scientifiques ont permis de faire en matière de progrès pour les femmes et même de droits des femmes. Il s'agit de rappeler, et je prendrai ce dernier exemple, que si on ne s'attache pas à protéger les droits que nous avons conquis, je pense spécifiquement au droit à l'avortement, dont il est pas mal question en ce moment, puisque voilà, quelques résistances se manifestent pour empêcher l'inscription de ce qui n'est même pas appelé un droit, mais une liberté dans la Constitution. Quand on sait que depuis juin 2022, la moitié des Américaines vivent désormais dans des États où il leur est très difficile, voire impossible, de recourir à un avortement si elles le souhaitent, on s'aperçoit que là, il n'est plus question ni de science ni de médecine, mais de féminisme et de mobilisation et de vigilance féministe. Donc, c'est ce que je pouvais vous dire sur cette proposition théorique faite dans cet ouvrage.
Bien. Merci. Merci à vous. Merci Camille.